à tous, bienvenue dans Smart Cyber, la première émission entièrement dédiée à la confiance numérique. Elle est tournée vers les décideurs pour les aider à prendre les bonnes décisions en matière de cyber-résilience et puis aussi pour faire leur veille technologique. C'est une émission que je suis très heureuse de vous proposer et de vous présenter et qui est diffusée sur la chaîne Bismart. Alors, à la une de ce Smart Cyber du mois de novembre, on va avoir un grand talk sur les nouveaux défis que posent les robots. On va aussi s'intéresser à l'intelligence artificielle avec les nouvelles questions qu'elle pose, des questions de confiance. Ce sera un format interview cette fois qui donne la parole à ceux qui créent les conditions de cette confiance. On aura aussi un rendez-vous au sommet parce qu'on va parler de souveraineté numérique européenne, décryptage de ce qui s'est passé à Berlin. Et puis on terminera cette édition avec la culture cyber. On va s'intéresser à l'OSINT. Et en général, ce rendez-vous vous permet d'avoir des petites notes sur les événements importants à noter, les sorties de livres. Et là, je vous recommanderai notamment une tribune. Mais d'abord, chaque émission démarre avec le décryptage d'une cyberattaque et le conseil du pro. C'est tout de suite le point cyber. Et donc, on démarre ce Smart Cyber avec le point cyber et Jérôme Billois. Bonjour Jérôme. Bonjour. Associé en cybersécurité et confiance numérique au sein du cabinet Wavestone. Alors, de quoi va-t-on parler? On va parler d'une attaque menée par des Chinois pour expliquer un peu comment ça se passe aujourd'hui, ces attaques automatisées par intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez déjà nous redonner un peu de contexte? Que s'est-il passé? Tout à fait. Donc, on est sur une attaque qui a été révélée par Anthropic, qui est donc une société bien connue qui crée le modèle d'intelligence artificielle Claude. Ils ont eu des alertes qui sont remontées en septembre 2025 d'un comportement anormal dans leur moteur d'intelligence artificielle et ils ont regardé ce qui se passait. Et ils ont découvert quoi? Ils ont découvert une campagne d'attaque automatisée qui est conduite, d'après leurs analyses, par un acteur étatique chinois qui a donc utilisé l'intelligence artificielle pour réaliser la totalité de l'attaque, c'est-à-dire à la fois être en mesure de découvrir la cible qu'ils veulent attaquer, et puis ensuite de piloter un certain nombre d'éléments de l'attaque. Mais ça restait théorique ou il y a véritablement eu des attaques? Il y a véritablement eu des attaques. Ce qu'on ne sait pas, c'est ce qui s'est passé après. Parce qu'en fait, ce que Anthropic a pu voir, ils n'ont pas donné aussi tous les détails techniques. Ils veulent garder un peu de flou peut-être là-dessus pour ne pas donner non plus trop d'idées aux attaquants. Ouais. Ce qu'ils ont pu voir, c'est que donc, les attaquants ont déjà réalisé un certain nombre de prompts pour pouvoir scanner la victime, essayer de trouver le maximum d'informations en renseignant simplement les victimes et en disant ensuite à l'IA, utilise tel et tel outil pour aller scanner. Et donc, ils ont récupéré toutes ces informations-là. Ensuite, ils ont lancé l'IA sur des tests d'un certain nombre de comptes, de mots de passe, de vulnérabilités qui avaient été trouvés. Et de la même manière, c'est l'IA qui l'a fait seule et qui ensuite a ramené l'ensemble de ces informations. Voilà. Et donc, on sait qu'il y a eu des il y a vraies des interventions humaines à chaque fois entre chaque étape où vraiment tout est automatisé de A à Z de ce que l'on sait aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il y a eu des interventions humaines parce que clairement les IA, même dans le domaine métier, mais aussi dans le domaine de la cyberattaque, à un moment ou à un autre, elles dérivent, à un moment ou à un autre, elles fonctionnent moins bien. Et puis, comme on dit, il faut toujours qu'il y ait un human à minima over the loop pour regarder ce qui se passe et revalider chacune des étapes. Et même Anthropic, d'ailleurs, le signale dans son rapport d'analyse. Ils disent, voilà, l'IA a fait des erreurs, l'IA a donné des mauvais mots de passe, a donné des mauvais comptes à l'attaquant qui est obligé de le tester et de voir que ça ne marchait pas. Et donc, ce qui est bien, c'est que c'est pas tout parfait, heureusement, aujourd'hui. Oui, donc ça peut faire perdre du temps même aux cyberattaquants, mais ça donne quand même une idée de ce qui pourrait arriver demain comme menace de manière beaucoup plus importante. Ben oui, on Et le voit. uniquement sur les utilisateurs d'Anthropic ou pas du tout? Non, alors là, Anthropic était vraiment l'outil utilisé. Les victimes peuvent être partout, peuvent être n'importe quelle entreprise. Même si on n'utilise pas une IA. Voilà, et d'autres IA type ChatGPT ou d'autres IA auraient pu être utilisées. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant à noter que l'attaquant a déjà été obligé d'attaquer l'IA pour la déverrouiller, pour qu'elle puisse finalement réaliser ces actions malveillantes. Ils expliquent qu'ils ont utilisé des prompts, ils se sont fait passer pour des experts en cybersécurité, disant je fais une campagne de test défensif. Est-ce que tu peux m'aider à la réaliser? Et en fait, c'était offensif. Ils ont menti à l'IA, mais l'IA ne le sait pas. Et donc, l'IA a laissé passer ces actions malveillantes. Et alors, le conseil du pro, Jérôme, quel est votre conseil pour se préparer à ce type de menace? C'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'IA elle est de plus en plus utilisée par les cybercriminels. Il y a quelques années maintenant, c'était pour faire des meilleurs mails de phishing, très basiques. Ensuite, on a eu les deepfakes. Et là, maintenant, on a des attaques pointues qui commencent à être automatisées.
Mais en réponse, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, c'est aussi utiliser l'IA dans la défense. On voit aujourd'hui très clairement qu'il y a des solutions qui arrivent pour faire de la sécurité applicative plus simplement, pour automatiser la recherche de failles, automatiser l'écriture de code pour corriger ces failles. Il y a un concours que je conseille de regarder à tous les auditeurs qui a été fait par l'entité de recherche du ministère de la Défense aux États-Unis, qui s'appelle la DARPA. Le concours s'appelle AIXCC, vous pourrez regarder sur Internet, Ok. qui ont montré qu'ils ont entraîné des IA pour corriger automatiquement des failles. Et en fait, ils ont réussi donc les gagnants de ce concours ont réussi à créer une IA qui, en moyenne, a corrigé des failles dans des logiciels en 45 minutes, mais de l'identification de la faille, l'écriture du code source, Et la test correction. et le test de l'efficacité du Ouais. correctif et également les tests fonctionnels, donc le logiciel marche à la fin. Tout ça en moyenne pour 45 minutes et en moyenne pour un peu plus de 400 $, ce qui est sans commune mesure avec aujourd'hui ce que ça coûte et le temps que ça prend dans les entreprises pour corriger ce type de faille. On voit Ça veut vraiment dire que que ça va complètement disrupter le marché aussi de la cybersécurité. ça va Ce- peut-être enfin nous permettre d'être à la vitesse des attaquants, comme je disais, parce que Ouais. depuis des années, on est là, on est en difficulté, on manque de bras, beaucoup, on manque de moyens aussi. Et donc là, l'IA, je ne pense pas que l'IA va faire des licenciements en cybersécurité. Honnêtement, je pense que l'IA va nous permettre de faire le métier qu'on devrait faire et de pouvoir passer à l'échelle sur des sujets comme la gestion des tiers, la classification des documents, la couverture des failles applicatives. Ça, c'est des choses qu'on n'arrivait pas à faire par manque de bras, par manque de temps, par manque de moyens. Et là, l'IA peut être un vrai accélérateur. C'est ce qu'on teste, nous, sur le terrain, là, à l'heure où on se parle. Et on voit des premiers gains qui sont vraiment frappants. Donc l'IA accélérateur plutôt de la résilience. C'est ça que vous nous dites aujourd'hui. En tout cas, il faut commencer à s'en emparer très très sérieusement et ne pas traîner. Merci beaucoup Jérôme Billois du cabinet Wavestone pour votre éclairage sur ce point cyber. À suivre, on va s'intéresser aux nouveaux défis que posent les robots qui arrivent en masse, nous dit-on. Quels sont ces nouveaux défis cyber? On parle de ces nouveaux risques cyber que posent les robots. On en parle avec Thierry Berthier qui est connecté avec nous, maître de conférences en mathématiques. Il enseigne le machine learning à l'université dans un département informatique, également conseil scientifique dans plusieurs startups de robotique terrestre et aérienne. Bonjour Thierry, on a parlé ensemble de l'imminence de l'arrivée de ces humanoïdes, voilà, et du fait qu'il faut vraiment qu'on accélère dans ce domaine, nous, au niveau européen. On va ensemble s'intéresser quand même aux défis cyber que ça pose. Et on va en parler avec Adrien Merveille. Merci beaucoup, Adrien, d'être en studio avec moi. Directeur technique France chez Checkpoint, vous êtes à la tête d'une vingtaine d'experts dédiés à l'accélération des projets cyber de plusieurs organisations. Alors, je voulais déjà poser une question peut-être à Thierry, mais Adrien aussi, vous pouvez réagir, hein, sur on en est où aujourd'hui de l'état de l'art en matière de robotique autonome dans le domaine civil, mais aussi militaire. Alors, c'est un domaine qui est très dynamique, avec une double attractivité à la fois civile et militaire. La guerre aux portes de l'Europe, évidemment, entraîne le domaine, que ce soit sur les drones aériens, les robots terrestres. Il y a beaucoup de développement en boucle très courte. Et donc, c'est un domaine qui va très vite, avec de l'innovation toutes les semaines, quasiment. L'unité d'innovation, c'est la semaine aujourd'hui. Ah oui. Et donc, les choses évoluent très vite. Et avec l'emploi des robots, toutes les questions et les défis collatéraux qui interviennent. Peut-être un exemple, puisque c'est une nouveauté toutes les semaines. La dernière semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu intéressant? Ce sont des choses, si on veut parler des choses françaises, il y a une société française qui a présenté son drone pas plus tard qu'il y a 48 heures, un drone intercepteur qui va être utilisé dans la lutte anti-drone, Ok. notamment en Ukraine, pour intercepter les drones Shahed russes. Et donc, il s'agit d'un drone français, 100%, qui va très vite, qui vole à 700 km/h, qui est un drone intercepteur et qui est muni d'un micro-réacteur. C'est comme un réacteur de Rafale, mais en miniaturisé. Et donc, voilà, ça, c'est une vraie innovation. Il n'y en a que 2 dans le monde qui existent. Un aux États-Unis, développé par Anduril Industries, et puis un en France, développé par 2 sociétés françaises. Bon, ça veut dire qu'on peut être fier quand même de notre niveau technologique. Exactement. euh, Exactement. En tout cas, sur ce c'est point-là. tout à fait. Il est complètement autonome?
Alors, il est à 700 km/h. En vitesse max, il vaut mieux qu'il ait de l'autonomie parce qu'un opérateur humain ne peut pas le piloter à 700. Il peut le piloter jusqu'à 300-400 km/h. Mais dès que les vitesses dépassent ce seuil-là, il faut avoir un autopilote pour pouvoir le guider par exemple, jusqu'au drone hostile qui va aller intercepter. D'accord, donc il y a de C'est un l'humain, mélange, en fait. il y a de l'humain au lancement et à l'atterrissage. C'est ça. Et après, sur le guidage terminal, eh ben, il faut du logiciel, il faut du computer vision, il faut de l'optique, il faut des capteurs, des senseurs. C'est un système complet, en fait. Adrien, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui en matière de robotique dans l'industrie? Est-ce qu'il y a vraiment une utilisation qu'on peut dire aujourd'hui massive des robots de plus en plus autonomes? Alors, c'est un sujet pour lequel je ne travaille pas spécialement. Nous, ce qu'on voit, c'est principalement les sujets autour de l'intelligence artificielle. Et j'imagine que quand on a un drone qui va à cette vitesse-là, mécaniquement, il va y avoir, si ce n'est L'intelligence pas déjà le logicielle. cas, Oui, oui, oui. il va y avoir des moteurs d'intelligence artificielle qui viennent optimiser peut-être le pilotage ou le succès dans ce cas-là, l'interception de certains drones. Et donc, si on vient à connecter certains systèmes à des outils d'IA et qui viennent se connecter à des réseaux, eh bien pour nous, ça représente un vecteur d'attaque. C'est, je pense, une révolution qu'on est en train de vivre, mais ce n'est pas la première et c'est loin d'être catastrophique, si je puis dire. On l'a vécu avec l'IoT, l'usine 4.0. Là aussi, on a des équipements d'usines qui historiquement étaient pilotés localement et indépendants, qui viennent se connecter à un réseau et donc qui viennent, pour un hacker, être une nouvelle cible et du coup une nouvelle surface d'attaque de l'entreprise. C'est le cas donc avec les usines, c'est le cas avec la domotique chez nous. Je pense qu'on est tous concernés par des outils. On parle de robots ici. Nos équipes de chercheurs ont découvert il y a quelques années une vulnérabilité sur un aspirateur domestique autonome qui permettait en fait simplement d'accéder à la caméra et de piloter l'aspirateur pour observer avec la caméra ce qui se passe. Donc dans un milieu domestique, ça apporte un certain niveau de risque qui est peut-être modéré, mais à l'échelle d'un individu, ça permet de peut-être fiabiliser des campagnes de phishing en maximisant le nombre d'informations qu'on peut récupérer sur la personne. Mais à l'échelle d'une entreprise, il y a peut-être des brevets en danger, des projets industriels qui vont être copiés avant leur sortie officielle. Voilà. Donc il y a d'autres enjeux qui viennent, mais encore une fois, c'est un vecteur d'attaque. Chaque innovation vient avec son vecteur d'attaque. Oui, mais peut-être plus ou moins parce que vous faites référence à l'IoT, à l'Internet des objets connectés. Il a fallu attendre longtemps avant de prendre la décision, notamment au niveau européen, de sécuriser tous ces objets par défaut. On en est où avec l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on est en train de faire la même erreur? C'est-à-dire se dire, bah, finalement, on lance, on utilise, et puis on verra après pour la sécurité? Alors, quand on parle de sécurité de l'intelligence artificielle, il y a vraiment deux aspects. Il y a maîtriser un petit peu ce que nos employés font avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est monsieur et madame tout le monde qui utilisent ChatGPT dans le cadre de son métier. Et parfois, quand on fait ça, on va mettre dans ces outils-là des données qui sont propriétaires à l'entreprise et qui peuvent amener une fuite de données. Voilà. Donc là, on est vraiment à l'échelle individuelle avec des outils grand public. L'autre aspect, c'est je suis une entreprise et je vais mettre à disposition un service d'IA, soit pour mes clients, soit pour mes employés, peu importe. Et là, il y a du développement, en général basé sur certains outils grand public qui viennent avec leur lot de sécurité. Mais c'est comme quand vous achetez une messagerie chez Microsoft, est-ce que vous rajoutez un outil de sécurité en plus de la sécurité que fournit Microsoft? On imagine que c'est sécurisé, en fait. On imagine que c'est sécurisé. On peut toujours faire mieux. Ouais. Mais aujourd'hui, en fait, la petite subtilité, c'est que l'IA, en quelques mois, s'est transformée d'un buzzword à une réalité pour les entreprises. Donc, il y en a qui l'ont, comme dans toute innovation, il y en a qui l'anticipent et qui intègrent la sécurité dans le cycle de vie. Et puis, il y en a qui vont être plus en mode réactif, en se disant « ça y est, c'est déjà chez moi, comment je réagis ?» Ouais. Alors, Thierry, cette robotique humanoïde que vous appelez de vos voeux, donc elle engage quand même à prendre au sérieux la question de la sécurité, à la fois la sécurité physique, mais aussi la cybersécurité. Quelles sont les nouvelles menaces que vous avez identifiées et sur lesquelles il faut être vraiment en alerte? Ouais, ce sont un peu les mêmes qui ont été évoqués tout à l'heure par Adrien pour l'aspirateur. Si vous remplacez l'aspirateur par le robot humanoïde, Ouais. bah, vous avez l'équivalent. Hein. Alors, tout le monde, les robots humanoïdes ne sont pas encore arrivés dans chaque maison française ou européenne,
Mais ils arrivent très vite, très, très rapidement. On aura chacun entre 1 et 2 robots par foyer. Et donc, Enfin, de la même façon, hein, d'ici à 2030, selon les prévisions les plus optimistes, hein. c'est ça, c'est ça. Après, nous, on n'est pas constructeurs, hein, on n'a pas de constructeur en Europe, mais cette révolution-là, cette pénétration-là des robots se fait très rapidement en Asie, va se faire aussi rapidement sur le continent africain, pour plein de raisons. Et donc, quand ces robots seront déployés partout, au même titre que les aspirateurs, ils vont offrir des surfaces d'attaque, alors parfois simples, parfois compliquées. Il y a une course au prix aussi, donc les constructeurs vont être tenus de faire baisser les prix de revient et surtout, enfin, prix de développement, et surtout, souvent, ça se fait au détriment de la sécurité. Parce que sécuriser un système robotique, ça coûte de l'argent en plus, et donc vous augmentez le prix de vente, fatalement, et ce n'est pas du tout dans l'ordre des choses où on a une course à la décroissance du prix de vente. Donc, on peut supposer que la partie cybersécurité, ce sera celle sur laquelle les constructeurs feront des économies. Ah ouais, moi, je trouve ça dingue d'entendre ça aujourd'hui parce que on sait à quel point c'est un enjeu crucial, justement, de redonner de la confiance dans le numérique, dans les outils connectés. Mais quelle est la menace qui vous préoccupe le plus, Thierry, avec les robots? Alors, sur les robots, si on parle des robots humanoïdes, alors, ça dépend si on parle des robots humanoïdes ou alors des robots aéroterrestres qui sont déjà sur le champ de bataille, par exemple, aujourd'hui, où là, on peut imaginer que l'adversaire prenne le contrôle et retourne ces robots-là contre l'envoyeur. Donc ça, c'est déjà ce que, par exemple, les Russes ou les Ukrainiens essaient de faire, chacun avec les drones qui sont en train de capter de l'adversaire. Donc ça, c'est la réalité, c'est pas la science-fiction, hein, c'est ce qui se passe tous les jours. Sur le brouillage, pareil, sur la récupération, sur la rétro-ingénierie des robots, évidemment. Après, sur un domaine civil, c'est l'arrivée de tous ces robots dans les foyers. La menace, c'est que quand vous piratez un système informatique, évidemment, vous faites des dommages de niveau informationnel, de niveau cyber. Quand vous piratez un robot et puis vous en prenez le contrôle, si le robot fait 1m80 et pèse, je ne sais pas, 70 kilos, ce robot-là, ça peut devenir une arme par destination. C'est-à-dire exactement comme avec un marteau. Voilà, utiliser un marteau, le charpentier utilise un marteau, mais si c'est quelqu'un de malveillant qui est au bout du marteau, il peut s'en servir pour attaquer, pour faire quoi que ce soit. Tout ce qu'on peut imaginer d'actions négatives ou violentes avec. Donc c'est ça le vrai risque, hein. Et que le robot se mette à déclencher des choses, à ouvrir le gaz, on peut faire plein de choses avec un robot aujourd'hui, hein. Alors, au-delà de juste choisir un robot qui pèse moins lourd que soi-même, pour se dire que s'il nous attaque, ça se passera pas trop mal pour nous, il y a d'autres solutions qu'on peut mettre en place, j'imagine, pour sécuriser ces systèmes robotisés, Adrien. Qu'est-ce qu'on a comme arme, nous aussi, pour se protéger? Je vais essayer d'être un peu plus optimiste, mais effectivement, j'ai réfléchi avant de venir à quels seraient les pires scénarios envisageables, et ça m'a fait penser à un film qui a une vingtaine d'années maintenant, qui s'appelait iRobot avec Will Smith, où il y avait une armée de robots ou des robots qui prenaient un petit peu leurs indépendances. Et c'est vrai que le pire scénario auquel j'ai pu penser, c'est on a une image de botnet aujourd'hui en informatique, qui sont des machines qui vont être prises, le contrôle va être pris par des hackers et qui vont attaquer en même temps. Donc, alors, si on ça fait peut le être parallèle, quel coin de la planète? Exactement. Mais si on fait le parallèle avec des robots physiques, on pourrait voir se profiler un gang d'armée de robots. Ouais. Il se trouve que... C'est ça que vous appelez être optimiste? Non, alors ça c'est le pire. Okay. Mais effectivement, si on fait un parallèle avec la masse physique près, on pourrait faire exactement la même chose avec des smartphones, sans les contrôler physiquement, mais on pourrait contrôler des armées de bots de smartphones, et aujourd'hui on n'en voit pas spécialement de ce type-là. Donc il existe effectivement des protections, des mécanismes de sécurité. On parle de zéro trust beaucoup en cybersécurité. Alors, c'est une question que je vais vous poser. Est-ce que le zéro trust est applicable à la robotique autonome? Alors, bien sûr, parce que... il y a l'IA dans la robotique, plutôt. Okay. Quand vous avez un moteur d'IA, vous allez lui donner des accès. En entreprise, quand on développe de l'IA, on le voit comme un collaborateur numérique. On parle d'agent IA, c'est exactement ça. Donc, cet agent va avoir des droits, des responsabilités. Dans un robot, alors je ne suis pas expert sur le développement de robots, mais j'imagine que l'entité qui va faire parler le robot va être complètement différente de l'entité qui va peut-être piloter le muscle. Forcément, il va y avoir des liens entre les deux. Mais en tout cas,
certaines commandes vont être actionnables en fonction de certaines instructions. Et je pense qu'il faut vraiment segmenter quelles sont... Un peu comme dans la voiture autonome, finalement. Exactement, mais on parlait du risque des robots. Piloté. La voiture autonome, c'est exactement le même sujet. On pourrait avoir une voiture bélier prise par quelqu'un qui n'est pas dans la voiture. On va aussi vers des avions, je pense, qui seront pilotés sans pilote. Alors, pas dans les années qui viennent immédiatement, mais aujourd'hui, on sait très bien le faire avec des drones. On le fait avec des métros dans Paris. Pourquoi on ne le ferait pas avec des avions de ligne ? Donc, la question se pose généralement. Le Zero Trust, l'idée, ce serait vraiment d'isoler en fait les différents systèmes qui pilotent ces machines autonomes. Et pour vous donner un petit parallèle avec l'IA générative, aujourd'hui, quand on sécurise un LLM, lorsqu'on fournit ce LLM, il y a des données qui sont spécifiques à l'entraînement, il y a des données qui vont être alimentées par des utilisateurs, qui vont être des données qui peuvent ou pas influencer les données d'entraînement, mais en tout cas, jamais un utilisateur externe ne doit pouvoir changer ou altérer la donnée qui sert à l'entraînement de l'IA, parce que c'est la richesse du moteur. Et donc là, typiquement, on parle d'accès, de droit et de responsabilité. Il doit y avoir une barrière franche. J'imagine qu'en robotique, quand on interagit avec le robot, quand le fournisseur envoie des commandes, il doit y avoir des garde-fous, et on peut faire un parallèle avec le modèle Zero Trust. D'accord. Thierry, une réaction là-dessus ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Oui. C'est le même principe. Ce que je peux ajouter, c'est on commence maintenant, les constructeurs commencent à penser à développer des SIEM embarqués. Donc le SIEM, c'est un système qui va qui va superviser, par exemple, un système d'information, le système informatique d'une entreprise. Donc là, on a des SIEM qui sont depuis longtemps qu'on sait faire pour les systèmes qui sont fixes, qui sont statiques. Pour les robots ou pour les satellites ou pour les avions, on va vers du SIEM embarqué, c'est-à-dire dopé par l'IA évidemment. Donc ce sont des systèmes informatiques qui sont par-dessus l'autopilote du robot et qui surveillent que tout se passe bien. C'est un peu comme un superviseur, comme un ange gardien qui est dans le logiciel du robot et qui vérifie qu'il n'y a pas de déviation par rapport à la normalité d'usage du robot. C'est-à-dire, si c'est un robot agricole, il doit être dans le champ, il doit faire quelque chose comme ça, et on ne doit pas le retrouver dans un appartement, par exemple. Donc là, il y aurait une déviation statistique par rapport à la fonction initiale du robot agricole. Est-ce qu'il y a des obligations légales en matière de sécurité ? Je ne sais pas, dans les Acts, par exemple, est-ce qu'on retrouve des choses qu'on peut appliquer à la cybersécurité ? Oui, dans les AI Act, il y a des choses sur l'IA, bien sûr. Et sur la robotique, c'est en train d'arriver parce que, évidemment, en Europe, on est un petit peu en retard là-dessus. On n'a pas encore cybersécurisé, on n'a pas encore réglementé l'usage des robots, mais ça ne saurait tarder. Là, on peut être tout à fait confiant. L'Europe ne sera pas en retard sur la réglementation. Je vous vois sourire d'un sourire coquin, Thierry. Oui, il y a déjà des obligations aujourd'hui sur les systèmes automatisés ? Des obligations de cybersécurité ? Pour moi, les limitations mentionnées dans l'IA sont des cas d'usage de l'IA. Oui, pas c'est spécialement... plus sur des cas d'usage, finalement. Tout à fait, c'est ça. Donc... On va élaborer un niveau de dangerosité de la mission qu'on va donner à l'IA. Et effectivement, vous parlez Mais on n'a pas la même robotique. chose que dans l'IoT, où on a vraiment créé une réglementation sur la sécurité de ces objets connectés. On n'a pas l'équivalent aujourd'hui sur les systèmes intelligents. Au-delà de l'IA, non, je pense. Ouais. Et ben voilà, work in progress, il y a des choses à faire encore. Oui, Thierry, vous vouliez dire un mot ? Non, juste le chantier est ouvert concernant la robotique. C'est ça. Mais il est en marche là aujourd'hui. Bon. Et il sera collatéral de l'arrivée des robots chinois, notamment en Europe. Voilà. Donc, on attend que les robots chinois arrivent, si j'ai bien compris. C'est ça. Merci beaucoup Thierry Berthier d'avoir été connecté avec nous. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur en IA et robotique et consultant. Et merci également à Adrien Merveille de chez Checkpoint d'avoir été avec nous. On continue à parler de sécurité et d'intelligence artificielle. On va voir comment justement sécuriser toutes ces IA. Sécuriser l'intelligence artificielle, c'est pas une mince affaire. Alors on fait comment ? Eh bien, pour répondre à cette question, j'ai invité Abdel Regragui. Vous êtes directeur des technologies Gen AI, Cloud, Cyber pour la région IMIA chez Dell Technologies. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de l'invitation. Alors, j'ai pensé à un petit jeu qu'on pourrait faire ensemble. Je vais vous poser des questions vraies ou faux.
Et puis, je vous demanderai d'argumenter, évidemment. Hein, ça, c'est question vraie ou faux sur la sécurité de l'IA. Alors, les systèmes d'intelligence artificielle sont trop complexes pour être sécurisés. C'est vrai ou c'est faux? Faux. Pourquoi? Parce que tout simplement, aujourd'hui, les infrastructures IA s'appuient quand même sur des infrastructures existantes. On a développé des modèles, on a développé de nouveaux flux. Beaucoup de modèles vont venir s'appuyer, mais l'infrastructure, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On le protège depuis de nombreuses années. Le cas de l'IA apporte quelques challenges qui consistent à la volumétrie, à la manière d'intégrer et d'aller chercher les connecteurs et les différents environnements. Là, oui, il y a un travail d'innovation et de déploiement, mais en ça, la sécurité des systèmes IA réside sur la même démarche que ce qu'on fait depuis de nombreuses années chez Dell Technologies. Ok. Alors, vrai ou faux, on a déjà tout ce qu'il faut aujourd'hui pour sécuriser l'IA, justement? Alors, oui et non. Difficile de répondre d'une manière très, très simple à cette question. Alors, on a pas mal de choses. Comme je l'ai dit, globalement, on a la possibilité d'aller protéger la donnée. On va avoir la capacité de protéger les accès à différents systèmes, que ce soit sur la phase d'entraînement, que ce soit d'ajustement ou de déploiement en production. Pour autant, il y a énormément d'acteurs qui viennent alimenter ces différents modèles, qui vont apporter de la valeur sur ces systèmes-là. Et là, il y a un travail d'engineering que nous, on fait avec nos partenaires ou au sein de nos développements pour pouvoir les prendre en charge. Mais globalement, sur la capacité d'aller chercher la donnée et surtout de pouvoir la restaurer, la reconstruire dans certains cas, parce qu'on parlera dans certains moments, parce que l'IA est une cible par les hackers. Il y a une cible parce qu'ils utilisent aussi l'IA pour attaquer l'IA, donc l'exfiltration, la manipulation, l'empoisonnement des données. C'est comment sécuriser ces flux-là pour qu'on ait des résultats qui soient toujours cohérents et qui soient conformes à ce qu'on attend. Et c'est là qu'il y a un travail de fond sur Oui, c'est pour sur ça le que développement. c'est vrai Voilà. et faux. Voilà. J'entends, je prends tout à fait votre réponse. Vrai ou faux, sécuriser l'IA se limite à la protection des données? Vous avez quand même un petit peu répondu là. J'ai déjà répondu non. Non. Elle ne Non, parce qu'on pourrait y penser spontanément, en fait. Spontanément, oui, parce qu'on dit, bah voilà, je vais je vais consommer de la donnée et je vais générer de la nouvelle donnée. Exactement. Donc globalement, je vais me focaliser sur la donnée. Je regarde les données entrantes, les données sortantes et je suis bien. Ça paraît si simple, mais la réalité, c'est bien au-delà de ça, parce que aujourd'hui, la donnée, elle va passer sur pas mal de flux. Il y a pas mal de systèmes qui vont venir alimenter, enrichir les filtres, par exemple, qu'on va avoir en entrée et en sortie. Il va y avoir plusieurs IA qui s'enchaînent, parce que c'est pas une seule IA. On ne parle pas de monolithique, mais de plusieurs systèmes qui vont apporter, et enrichir la donnée pour obtenir un résultat final. Et cette complexité fait que on aura besoin d'aller chercher les données et aussi les configurations et aussi certains paramétrages qui sont des fois dans le périmètre que l'on gère, mais aussi souvent avec des partenaires qui, eux, vont avoir des systèmes sur lesquels on n'a pas accès. Et donc, la configuration, la sécurisation de ces systèmes-là requiert une stratégie autre que celle qu'on a dans un modèle défini paramétral et sur tous les flux. Exactement. Allez, un petit dernier. Vrai ou faux, l'IA agentique ne rendra jamais la supervision humaine inutile? Jamais. Hein. Ah non, je confirme je la confirme. Elle ne rendra jamais inutile l'humain parce qu'aujourd'hui, il y a Donc, vrai, vous êtes d'accord? Oui, Ok. tout à fait. Donc, sur ce point-là, il y a besoin. Vous êtes sûr? Parce que pourtant, quand on dit agentique, on parle automatisation et donc, il n'y a plus d'humain. C'est ce qu'on pense. Il y a certaines tâches. On va pouvoir, dans la chaîne de création des différentes fonctionnalités que l'humain est capable de faire, on va pouvoir réduire, selon les métiers, selon les cas d'usage, entre 10% jusqu'à 80% l'intervention humaine, mais il y aura toujours besoin d'une intelligence humaine, parce que l'intelligence, elle, va pouvoir accélérer, c'est de l'analytique, mais avoir cette capacité de trouver des chemins d'intelligence courts, de s'adapter à des environnements plus complexes, l'humain a toujours un avantage. Et cette capacité de contrôle et s'assurer que ce qu'on attend est conforme à ce que l'on veut dans le contexte qui a été demandé, l'humain jouera toujours un rôle. Parce qu'on entend aussi beaucoup parler maintenant d'IA qui sont capables de surveiller les IA. Oui. De faire finalement cette supervision. Alors, supervision, encore une fois, je le trouve, elle va être utile sur la partie analytique, informatique, technique. Ces éléments de s'assurer qu'il n'y a pas des biais qui sont trop importants que corriger le paramètre, parce qu'aujourd'hui, on utilise des data scientists qui vont définir le modèle et qui vont avoir à faire du fine-tuning en permanence. Ce travail-là, de définition, je pense que l'humain sera toujours
le précurseur. Mais après tout le travail de maintenance, de monitoring, d'ajustement, oui, là, on pourra réduire de manière assez forte, tout en ayant toujours un petit contrôle, pour s'assurer qu'il n'y a pas un biais dans le biais de la correction. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on aura toujours besoin d'avoir une vue humaine, à mon sens. Donc, bon, là, je n'avais pas prévu un vrai ou faux, c'était ma dernière question, mais j'en rajoute une petite. Donc, ça veut dire que l'intelligence artificielle ne remet pas en question les stratégies de cyber-résilience. Elles sont toujours possibles, si j'ai bien compris. On peut être cyber-résilient en utilisant de l'IA, mais ça demande quand même des transformations. Ça demande des transformations. Il faut prendre en considération que la cyber-résilience reste un domaine un peu plus large, qui est aujourd'hui, pour moi, un risque important économiquement dans tous les organisations avec lesquelles je travaille. C'est un élément qui devient critique et l'IA en fait partie, mais n'est pas le cœur qui va résoudre le problème. La résilience, c'est une posture, c'est un entraînement, comme le dit Lancy, et fortement je recommande, avec toutes les solutions qu'on pourrait avoir, si on n'est pas prêt à les utiliser et être prêt à l'éventualité, on ne pourra pas réagir correctement. Donc l'entraînement, avoir les bonnes pratiques et être capable de pouvoir partir du principe que si le système tombe, comment on fait? Donc avoir cette notion de résilience, de continuer à servir. Continuité d'activité. D'activité. Et ça, c'est quelque chose qui m'inquiète parce qu'on pense qu'avec l'IA, on va résoudre ces problèmes-là. Mais en réalité, on se crée un nouveau challenge. Parce que qu'est-ce qui se passe si on n'a plus d'IA? Oui. Comment on va pouvoir réagir? Quelles sont nos capacités? Donc, ce qu'on fait chez Dell Technologies, on va apporter quelques solutions qui vont garantir... Et là, je suis assez content, on intègre des solutions... Très rapidement, et des technologies françaises, Fleuron, Seclab, qui va nous permettre de faire de l'isolement, de rupture protocolaire, technologie qui vient du nucléaire, pour isoler les données et les systèmes, de manière à être encore plus résilient sur ces systèmes-là. Bon, donc on a des stratégies de résilience à mettre en œuvre. Ce sera l'objet d'un autre sujet, peut-être qu'on traitera plaisir. Ensemble. Merci beaucoup, Abdel Regragui. Je rappelle, vous êtes directeur des technologies Gen AI, Cloud et Cyber chez Dell Technologies. Allez, on enchaîne, on va parler du sommet sur la souveraineté numérique européenne avec un décryptage. On parle de souveraineté numérique européenne. Enfin, on en parle. C'est au niveau européen qu'on en a parlé le 18 novembre 2025. Les États membres ont signé une déclaration pour la souveraineté numérique européenne. On est avec Stéphane Fermigier, qui est coprésident du CNLL, le Conseil national du logiciel libre. Bonjour Stéphane, merci beaucoup d'être avec nous. Vous revenez de Berlin. Qu'est-ce que vous retenez, vous, du sommet ? Alors, je reviens de Berlin, effectivement, de 2 jours de réunion. Donc, une première journée qui était consacrée à des événements off, donc notamment un événement qu'on a organisé avec Eurostack, on va peut-être en reparler. Et puis, la journée principale en plénière avec les 2 chefs d'État. Et donc, l'impression, c'est qu'effectivement, on a passé à une vitesse supérieure, qu'on a assisté à un tournant avec, ce qui est très important, c'est un alignement entre la France et l'Allemagne sur cette volonté de prendre des mesures concrètes sur le sujet de la souveraineté numérique. Donc, les constats ont été largement partagés. Et dans leur déclaration finale, le chancelier Merz et le président Macron ont eu des positions assez convergentes sur les différentes mesures à mettre en œuvre, et en particulier celle qui nous intéresse le plus, la question de Buy European, la priorité à l'achat européen, aux technologies européennes dans l'achat public. C'est une déclaration. Est-ce que derrière, ça veut dire que c'est vraiment suivi d'engagement? Parce que pour l'instant, dans le texte, on n'a pas vu de chiffrage, par exemple. Alors pour nous, avec Eurostack, c'est vraiment une première victoire, on va dire. D'ailleurs, le chancelier Merz a explicitement mentionné l'initiative industrielle Eurostack que nous représentons. Et dans les 3 piliers de l'initiative Eurostack, il y a Buy European, oui. Build European et Fund European, donc acheter européen, construire des solutions européennes et financer ces solutions européennes. Donc, on comprend qu'il y a encore des négociations qui vont avoir lieu, notamment entre la France et l'Allemagne, sur le sujet des critères exacts.
à appliquer dans le cadre des marchés publics. Alors, en parallèle, il y a quelques semaines, il y a la Commission européenne, dans le cadre d'un appel d'offres interne à la Commission, un appel sur le cloud, a déjà publié son propre framework, son European Sovereignty Framework. Nous, avec Eurostack, on en avait publié un. Il y en a également d'autres organisations qui travaillent sur ces sujets. On voit que le risque, c'est ce qu'on appelle le sovereignty washing. Donc, sovereignty washing, c'est quand des solutions principalement américaines, se présentent sur le marché européen avec un faux label de souveraineté. Donc nous espérons bien sûr que toutes les décisions qui seront prises au niveau franco-allemand comme au niveau européen permettront d'éviter ce sovereignty washing. Alors pour donner... parce que la position française là, justement sur jusqu'où elle va cette souveraineté numérique, elle vous semble claire ? Il n'y a pas encore tous les détails, ça c'est clair, mais c'est clair que le président Macron a été quand même assez ferme sur cette notion de priorité de Buy European. Le chancelier Merz et le ministre allemand de la transformation numérique un tout petit peu moins. Donc il y a encore des négociations qui ont d'ailleurs été annoncées. Il y a des groupes de travail franco-allemands qui vont continuer pour harmoniser les positions. Après, ce que je voulais dire, c'est que la Commission européenne, au niveau de l'Union européenne, il y a aussi une directive qui est en cours d'élaboration, le Cloud and AI Act, la directive sur le cloud et l'intelligence artificielle. Donc avec 2 volets. Alors on a parlé beaucoup d'intelligence artificielle lors du sommet, mais ça, ce n'est pas non plus notre sujet principal. Et sur le cloud, et donc sur cette notion de préférence européenne pour toutes les technologies cloud, on voit que aussi bien les fonctionnaires de la Commission que les États membres sont en attente en tout cas sont en train de travailler sur ce sujet et demandent l'avis de l'industrie. Donc avec Eurostack, on a donné notre avis. Avec d'autres organisations, il va aussi y avoir des avis qui sont similaires, il me semble. Et donc au final, on constate que l'industrie européenne, effectivement, demande, pour sa plus grande majorité, à ce que des critères assez stricts et qui excluent les solutions de type sovereignty washing soient adoptées par la Commission, aussi bien dans un cadre législatif et réglementaire que dans le cadre de critères plus concrets et plus immédiats de tel ou tel appel d'offres. Mais on n'a pas l'impression que ça avance très vite. Alors, je suis bien consciente qu'on se dit, quand on voit ce genre de déclaration, c'est positif, ça veut dire que ça se construit, ok, l'industrie est écoutée, l'Eurostack, ça fait partie des sujets qui sont discutés, tout ça, ce sont des victoires. Mais très concrètement, pour l'instant, on attend quand même toujours qu'il se passe quelque chose. Alors nous, avec le CNLL, on est là depuis 15 ans à alerter sur ces sujets, sur la notion de maîtrise, indépendance, pérennité des systèmes d'information, notamment via le logiciel libre. On a eu l'impression de prêcher un peu dans le désert, notamment en France, vis-à-vis des différents ministres du numérique ou secrétaires d'État au numérique, à part peut-être Jean-Noël Barrot. Et puis, avec l'arrivée de Clara Chapaz, mais aussi du fait de la situation géopolitique internationale, concrètement de Trump, la donne a été changée. Les politiques français et européens se sont quand même rendus compte qu'il y avait un vrai sujet. Donc au mois de mars-avril, Clara Chapaz a fait effectivement des déclarations qui allaient complètement à l'encontre de ce que certains de ses prédécesseurs, comme Cédrico, avaient pu dire. Et la nouvelle ministre, Anne Le Henaf, qui était d'ailleurs également au sommet, a réaffirmé cette notion de commande publique. Les détails, bien sûr, nous espérons que les détails seront suffisamment précis pour empêcher, comme je disais, le sovereignty washing, sachant que tout n'est pas clair. Par exemple, il y a une intervention du ministre de l'Industrie qui était tout simplement de dire que Secnum Cloud, c'était par exemple la solution à pas mal de problèmes, et que d'ailleurs Google ou Amazon ou Microsoft allaient bientôt pouvoir devenir labellisés Secnum Cloud, ce qui est complètement aberrant quand on parle de souveraineté numérique. Donc il y a encore peut-être auprès de certains ministres encore un peu de chemin à accomplir.
Merci beaucoup Stéphane Firmigier d'avoir commenté avec nous ce qui s'est passé donc le 18 novembre à Berlin. Je rappelle que vous êtes le coprésident du CNLL. Merci encore. On termine nous cette édition avec notre rendez-vous Culture Cyber. On termine avec notre cyberculture. Voilà, on va faire un point sur l'OSINT. D'abord, pour cela, j'ai invité une experte sur toutes ces questions juridiques autour du cyber et du numérique. Très heureuse de vous recevoir, Myriam Kemener. Quelle définition vous donneriez-vous à l'OSINT? En fait, c'est de la recherche en source ouverte. Donc, ça peut permettre de caractériser des indices numériques qui vont contribuer à trouver des preuves, par exemple, en matière de concurrence déloyale, quand il y a une fuite de données, certains prestataires, justement, font de l'OSINT pour détecter ou retrouver des données qui seraient dans la nature. Ça fait partie des outils que vous avez utilisés quand vous étiez avocate. Aujourd'hui, vous êtes magistrat judiciaire honoraire, docteur en droit. Est-ce que l'OSINT, ça fait partie des outils de travail? Oui, ça fait partie des outils. Et d'ailleurs, souvent, dans le cadre d'enquête, souvent, au départ, c'était dans le cadre d'affaires de terrorisme. Mais en matière de criminalité organisée, de plus en plus, c'est utilisé. Et alors, quels sont les risques à utiliser ces sources ouvertes? Est-ce qu'il y en a des risques juridiques? Alors, il peut y en avoir, c'est-à-dire qu'en fait, le principe, c'est libre, hein, c'est autorisé. Il n'y a pas de, comme le scrapping, il n'y a pas de difficulté. On récupère ce qui est à disposition sur Internet. Voilà, on récupère, mais effectivement, il faut respecter, il faut qu'il y ait un motif légitime. Par exemple, les praticiens en matière de cybersécurité vont faire de l'OSINT, et là, ils ont le droit de le faire. Par contre, il peut y avoir des détournements, c'est-à-dire des personnes qui vont récupérer des bases de données à des fins illicites, et là, ils peuvent tomber sous le coup, justement, de la loi Godefroy qui réprime, par exemple, le piratage. Il faut respecter aussi la propriété intellectuelle, la protection des données, il faut que ce soit proportionné. Et le critère, c'est aussi, justement, d'ailleurs, ça peut être sanctionné s'il n'y a pas de motif légitime à des fins de recherche ou des fins de cybersécurité, enfin de sécurité. Là, à ce moment-là, il peut y avoir une infraction pénale. Et c'est pas forcément toujours facile à prouver, j'imagine. Alors en fait, effectivement, c'est du cas par cas. Il y a eu une jurisprudence récemment, c'était en fait un détective privé employé par une entreprise pour justement pister un salarié. En fait, ça s'est assez mal terminé. Il a été considéré que la preuve était déloyale parce que le détective privé a fait du profilage et a porté atteinte à la vie privée du salarié. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que les lanceurs d'alerte en matière de cybersécurité sont bien protégés? Alors effectivement, les lanceurs d'alerte, il y a plusieurs termes. Ça peut être aussi des hackers éthiques. Oui. Donc il y a une réglementation. On travaille beaucoup sur le SINT, justement. Oui, exactement. Donc il y a une réglementation, c'est-à-dire que c'est signalant de vulnérabilité, c'est le terme employé par l'ANSSI, signale justement à l'ANSSI qui apprécie justement le bien fondé de ce signalement. Et c'est un article du Code de la défense qui prévoit cette procédure. Donc, il y a à peu près plus de 200 signalements par an auprès de l'ANSSI, mais sinon, après, c'est vrai que faire du hacking éthique, ça peut être aussi maintenant un peu un business. Hein. Donc, il y a d'autres voies que celle du signalement à l'ANSSI, hein, parce que tout ça se monnaie. Tout est une question finalement d'exploitation aussi. Hein, voilà. Exactement. Merci beaucoup. Alors, on va signaler que vous publiez une tribune sur ce sujet en décembre avec l'avocate Garance Mathias. Et puis, vous pouvez nous donner un rendez-vous. Il y a une conférence sur ce thème. Alors, il y a un rendez-vous très intéressant le 18 décembre. C'est la Fédération française de cybersécurité qui organise justement une soirée. C'est la soirée annuelle de cette fédération. Et le thème principal, ce sera l'OSINT, justement. Voilà, de quoi renforcer sa culture cyber. Merci beaucoup, Myriam Kemener. Je rappelle que vous êtes magistrat judiciaire honoraire. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Smart Cyber, votre nouvelle émission sur la confiance numérique. Première émission sur la confiance numérique. Ça se passe sur la chaîne Bismart. À très bientôt.